Je m'appelle Cora Townsend, et j'avais 18 ans, quand j'ai découvert que mes parents avaient vidé chaque dollar de mon fonds universitaire de 224 000 $, pour payer le mariage de mon frère en Toscane. Un mariage pour lequel, m'avait-on dit, le lieu était pris en charge. 3 semaines avant mon premier semestre à l'université du Michigan, j'ai ouvert un relevé bancaire, qui affichait 0 $. Quand j'ai demandé une explication à ma mère et à mon père m'a regardé dans les yeux, et a dit, Ryan avait besoin d'un bon départ, pour son mariage. Ma mère a ajouté, tu peux contracter des prêts, comme tout le monde. Toute ma famille élargie m'a traité de matérialiste, parce que j'étais contrarié. Alors, j'ai passé un coup de fil, un seul, à mes grands-parents. Et ce qu'ils ont découvert, ne m'a pas seulement permis de retourner à l'université. Cela a complètement détruit le mariage de mes parents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez s'il vous plaît un moment, pour aimer et vous abonner. Cela aide vraiment. Et laissez un commentaire. D'où écoutez-vous? Et quelle heure est-il, chez vous? Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'été, juste avant que tout ne bascule. J'ai grandi à Shelby Township, dans le Michigan, une banlieue au nord de Détroit, où les pelouses sont tondues le samedi, et où tout le monde se salue depuis son allée. Mon père, Greg, dirigeait une succursale, pour une compagnie d'assurance régionale. Ma mère, Diane, vendait de l'immobilier à temps partiel, et organisait des repas de quartier, comme si c'était un sport de compétition. Mon frère Ryan avait 8 ans de plus que moi, il avait 26 ans cet été-là, et travaillait dans la vente, chez un concessionnaire automobile sur l'avenue Van Dyck. De l'extérieur, nous étions les Townsend. Une belle famille, une belle maison, 2 enfants, un chien, et un bateau garé sur le côté de la cour. De l'intérieur, il y avait le côté de la famille de Ryan. Et puis, il y avait le mien. Ce n'était pas évident, au début. De petites choses. Ryan a eu un nouveau vélo à 13 ans. Moi, j'ai récupéré son ancien, fraîchement repeint. Ryan a accidenté sa Honda, lors de son année de première. Papa l'a remplacé, en moins d'une semaine. J'ai eu besoin d'un ordinateur portable, pour mes cours avancés en 2e année, et maman m'a dit d'utiliser le vieil ordinateur de bureau de Ryan. Il fonctionne encore très bien, a-t-elle dit. Le ventilateur faisait le bruit d'un souffleur de feuilles, mais bien sûr, il fonctionnait très bien. Je ne leur en tenais pas rigueur, honnêtement. Je pensais que c'était ainsi, que les familles fonctionnaient. L'enfant aîné coûte plus cher, parce qu'il franchit les étapes de la vie en premier. Ryan avait besoin d'une voiture, pour le travail. Ryan avait besoin d'un costume, pour le bal de promo. Ryan avait besoin d'argent de poche à l'université de Central Michigan, avant d'abandonner ses études, au bout de 2 ans. Je me suis adapté. J'ai trouvé des cours gratuits de préparation au SAT, sur Internet. J'ai postulé à toutes les bourses d'études, répertoriées dans la bibliothèque de l'école. J'ai pris un emploi à temps partiel, dans une librairie appelée Birch & Bovey, l'été de mes 16 ans, où je rangeais des livres de poche, pour 9,50 $ de l'heure. J'étais l'enfant qui ne demandait pas grand-chose. Et dans ma famille, cela faisait de moi l'enfant, qui ne recevait pas grand-chose. Mais il y avait une chose, que je croyais intouchable. Une chose qui m'avait été promise, depuis plus longtemps que je ne puisse m'en souvenir. Mon grand-père, Harold Townsend, un expert comptable à la retraite, a ouvert un plan d'épargne études 529, le lendemain de ma naissance. Lui et ma grand-mère, Ruth, ont fait le trajet depuis Traverse City, 3 heures aller et 3 heures retour, avec une carte qui disait « Bienvenue au monde, Cora. Ta rampe de lancement commence aujourd'hui. » Il y a déposé 50 000 $. À chaque anniversaire par la suite, grand-père Harold me remettait une carte, pendant le dîner. À l'intérieur, le même message, écrit avec son écriture soignée de comptable, 1 an de plus, vers ta rampe de lancement, et chaque année, il ajoutait de l'argent au fond. Parfois 5 000, parfois plus. Le marché boursier a fait le reste. Au moment où j'ai eu 17 ans, ce fonds avait atteint la somme de 224 000 $. Je connaissais ce chiffre, parce que grand-père me l'avait dit. Pas pour se vanter, il n'était pas ce genre d'homme. Il me l'a dit, pour que je puisse planifier. Connais la longueur de ta piste de décollage, ma grande, disait-il. Ensuite, choisis ta piste d'atterrissage. Alors, j'ai choisi l'université du Michigan, avec les frais de scolarité pour les résidents de l'État, une école publique du top 20,
en parcours pré-droit. J'ai refusé des bourses partielles dans 2 autres universités, parce que je n'en avais pas besoin. J'avais le fond. J'avais un plan. Quand j'ai annoncé à mes parents que je m'étais engagé envers le Michigan, papa a souri et a dit « Bonne école ». Maman a dit « Nous sommes fiers de toi ». Aucun d'eux n'a mentionné le fond, mais ils n'en avaient pas besoin. Cela avait été l'accord tacite, tout au long de ma vie. L'argent de grand-père m'attendait, réservé exactement pour cela. À 2 reprises, au cours de ma dernière année de lycée, j'avais posé la question à papa, avec désinvolture. Les 2 fois, la même réponse. Tout est réglé. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce que je ne savais pas, ce que je n'allais pas apprendre avant le mois de juin, c'est que mon père avait été ajouté en tant que signataire autorisé sur ce compte, quand j'avais 3 ans. Un petit détail administratif, une question de commodité, le genre de commodité qui coûte $250 000. En mars de cette année-là, Ryan a annoncé qu'il allait se marier. Sa petite amie, Megan, 25 ans, des mèches blondes, et des opinions très spécifiques sur le linge de table, avait toujours rêvé d'un mariage à l'étranger. Pas à Cancun, pas dans les Outer Banks. En Toscane, une villa au sommet d'une colline, avec des oliviers, des guirlandes lumineuses, et 120 invités venus en avion depuis le Michigan. J'avais cherché le prix des mariages en Toscane une fois, juste par curiosité. Les chiffres commençaient à $60 000, et grimpaient très vite. Comment allez-vous pouvoir vous offrir ça, ai-je demandé lors d'un dîner, un soir. Papa n'a pas levé les yeux de son assiette. Le lieu propose un forfait tout compris. Ryan et Megan se sont arrangés. Maman a ajouté, ne t'inquiète pas pour les finances de ton frère, Cora. Alors, je ne m'en suis pas inquiété. Mais j'ai remarqué certaines choses, de petits changements. Nous avons arrêté de manger au restaurant. Papa a annulé son abonnement à son magazine de pêche. Maman a vendu 3 sacs à main de créateurs, sur Internet. Des sacs qu'elle avait conservés dans leur housse de protection, pendant des années. Quand je l'ai mentionné, elle a fait un geste de la main. Il s'agit juste d'être intelligente avec l'argent. Le mariage a eu lieu, lors du week-end du Memorial Day. 120 invités, dans une villa louée avec vue sur les collines du Chianti. Des roses blanches, un quatuor à cordes en direct, et un dîner de 7 plats, avec des accords mets et vins. J'étais une demoiselle d'honneur. J'ai acheté ma propre robe. J'ai réservé mon propre vol, avec mes économies de mon travail à la librairie. Lors de la réception, pendant que tout le monde dansait sous des lanternes en papier, je me suis assise à une table près du bar, remplissant mon verre d'eau. La colocataire de Megan à l'université s'est penchée vers une autre demoiselle d'honneur, et a dit, assez fort pour que je puisse l'entendre, les parents de Ryan ont pratiquement tout payé. Megan a dit qu'ils avaient insisté. J'ai posé mon verre. Quelque chose de froid, et de petit, s'est retourné dans mon estomac. Je n'ai plus repensé à cette phrase. Pas avant 3 semaines plus tard, quand j'ai retiré le courrier de la boîte aux lettres, avant que mon père n'arrive à la maison. À la mi-juin, un jeudi, je m'en souviens parce que le facteur est passé tôt, et que j'étais déjà sur le porche, un café glacé à la main, attendant mon dossier d'orientation du Michigan. Il n'y avait pas de dossier d'orientation, mais il y avait une enveloppe blanche de Fidelity Investment. Un relevé trimestriel adressé à Harold Townsend, au bon soin de Greg Townsend. Notre adresse. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Il ne m'était pas adressé, mais j'avais passé 18 ans à m'entendre dire que ce compte était le mien, alors, j'ai déchiré le sceau sans réfléchir. Propriétaire du compte, Harold R. Townsend. Bénéficiaire, Cora A. Townsend. Solde actuel, $0. Je l'ai lu 3 fois. Ensuite, j'ai lu l'historique des transactions. Retrait le 14 mars, $217 438,62. Distribution non admissible. Pénalité pour retrait anticipé appliquée, $6 561,38. Le 14 mars, soit 6 semaines avant le mariage en Toscane. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient immobiles, d'une immobilité de mort, tout comme le reste de mon corps. J'ai appelé Fidelity depuis ma chambre, avec la porte verrouillée. Une femme nommée Trisha a tout confirmé. Une partie autorisée à initier une liquidation totale, en mars. Madame, la pénalité a été appliquée, parce que les fonds n'ont pas été utilisés pour des dépenses d'éducation admissibles. Qui a autorisé cela?
Je peux seulement confirmer qu'il s'agissait d'un signataire autorisé sur le compte. J'ai raccroché, je me suis assise sur mon lit, et j'ai regardé la lettre d'acceptation de l'Université du Michigan, épinglée sur mon tableau de liège. J'ai regardé le dossier d'orientation que j'avais imprimé et agrafé, déjà surligné en 3 couleurs. J'ai regardé le poster du campus de droit que j'avais commandé sur Internet, celui avec les arches gothiques, et les feuilles d'automne. 224 000 $, disparus. Déplacé en mars, dépensé en mai, et personne ne m'avait dit un seul mot. Ce n'était pas encore de la colère. C'était le son d'un plancher qui disparaît sous vos pieds, et la découverte qu'il n'y a plus rien en dessous. Je suis restée assise dans ma chambre, cette nuit-là, et j'ai fait ce que je fais toujours quand tout s'effondre. J'ai fait les calculs. Les frais de scolarité de l'Université du Michigan pour les résidents, environ 16 000 $ par semestre, 32 000 $ par an. Pour 4 ans, 128 000 $ au minimum. En ajoutant le logement, la nourriture, les livres, et les frais annexes, on s'approchait d'un total de 200 000 $. Les prêts étudiants fédéraux sont plafonnés à 5 500 $, pour les étudiants de première année. Même avec un mélange de prêts subventionnés et non subventionnés, je pourrais peut-être emprunter 27 000 $ par an. Mais cela laissait un vide financier, de la taille d'une petite maison. Et la situation était encore pire. J'avais déjà refusé 2 autres écoles, l'une avec une bourse de 15 000 $, l'autre avec une bourse de 12 000 $. Ces offres étaient perdues. Engagées envers le Michigan, et refusées partout ailleurs. Les dates limites étaient passées, depuis le mois d'avril. Reporter d'1 an, signifiait perdre mon attribution de logement, mon groupe d'orientation, et mon élan. Cela signifiait retourner à Shelby Township, cette ville où mon conseiller d'orientation m'avait organisé une petite fête quand j'avais été accepté, et annoncé à tout le monde que je n'y allais plus. Mon compte d'épargne contenait 2 800 $, assez pour payer peut-être des manuels scolaires, et une carte de bus. J'ai fait un dernier calcul, celui qui m'a fait crisper la mâchoire. Si je contractais 128 000 $ de prêts étudiants, à un taux d'intérêt de 6,5% sur 20 ans, je rembourserais environ 230 000 $, soit presque le montant exact de ce qui m'avait été volé. Il y avait 2 chemins. Ravaler ma fierté, signer les papiers de prêt, et passer les 2 prochaines décennies à payer pour les accords mai et 20 toscans de mon frère, ou bien passer un coup de téléphone. J'ai pris mon téléphone, mais je n'ai pas appelé mes grands-parents. Pas encore. Je devais à mes parents la chance de me regarder dans les yeux, et de s'expliquer. Ce fut là mon erreur. Je croyais encore qu'ils auraient une explication valable. J'ai apporté le relevé bancaire au dîner, et je l'ai posé sur la table, entre la salière et le plat en cocotte, face vers le haut. Pouvez-vous expliquer ceci? Papa l'a regardé, puis m'a regardé, puis a regardé maman. Le silence a duré assez longtemps, pour que l'horloge de la cuisine fasse tic-tac à 6 reprises. J'ai compté. Cora. Il s'est raclé la gorge. Ryan avait besoin d'un bon départ, pour son mariage. Un homme doit subvenir aux besoins de sa femme. C'était mon argent. C'était l'argent de la famille. Et Ryan, c'est la famille. Maman a posé sa fourchette. Ses yeux étaient déjà rouges, comme ils le deviennent, lorsqu'elle se prépare pour une performance. Pourquoi ramènes-tu tout ça à l'argent? Nous t'avons élevé, nourri, et nous t'avons offert un toit au-dessus de ta tête, pendant 18 ans. Vous m'aviez fait une promesse, et vous l'avez brisée. Ma chérie. Sa voix est tombée dans ce registre doux et blessé, qu'elle réserve au moment où elle veut vous faire sentir coupable d'éprouver des sentiments. Tu peux contracter des prêts, comme tout le monde. Ton cousin Jake a pris des prêts. Et il s'en est très bien sorti. Le cousin Jake, lui, ne s'est pas fait voler un fonds de 200 000 $. La paume de papa a frappé la table. Pas fort, juste assez. Cette conversation est terminée. Quand tu seras plus grande, tu comprendras les décisions que nous avons prises. Je l'ai regardé, j'ai regardé maman, et j'ai compris quelque chose, avec une clarté aussi parfaite que terrible. Ils n'étaient pas désolés. Ils n'étaient pas confus. Ils avaient fait un choix. Ils avaient choisi le mariage de Ryan, plutôt que mon avenir, et ils le referaient sans hésiter. Je me suis levé, j'ai pris le relevé bancaire, j'ai apporté mon assiette dans l'évier, et je l'ai lavé à la main, parce que c'est ce que je fais, dans cette maison. Je nettoie derrière les autres. Maman m'a interpellé dans mon dos.
Cora, ne sois pas dramatique. Je ne faisais pas ma dramatique. J'étais en train de prendre une décision, mais ça, il ne le savait pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 4 appels en absence. Tante Linda, oncle Mike, tante Karen, et un SMS de ma cousine Brooke. J'ai entendu dire que les choses étaient tendues, là-bas. Est-ce que ça va? J'ai rappelé tante Linda en premier. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Cora, ma chérie, ta mère m'a raconté ce qui s'est passé au dîner hier soir. Elle a dit que tu as piqué une crise à propos de l'argent. La voix de tante Linda avait ce ton prudemment moralisateur. Celui qui vous dit, j'ai déjà choisi mon camp, mais je fais semblant du contraire. Ils ont pris mon fonds universitaire, tante Linda. Ils ont utilisé des ressources familiales, pour le mariage de ton frère. Il y a une différence. Ryan vient de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. C'était 224 000 $. Une pause, puis, les familles font des sacrifices, Cora. C'est ce que nous faisons. Tu es un peu matérialiste, tu ne trouves pas? L'oncle Mike a été plus bref. Ton père subit beaucoup de pression. Le mariage a coûté cher. Sois un peu indulgente avec lui. Tu as 18 ans. Tu as toute la vie devant toi, pour trouver une solution. La tante Karen n'a même pas abordé le sujet directement. Elle a juste dit, ta mère avait l'air vraiment blessée. Tu devrais peut-être t'excuser. Je me suis assise sur mon lit, et j'ai fixé le plafond. Ma mère s'était réveillée ce matin-là, et avait appelé tous les parents dans son répertoire téléphonique. Elle leur avait raconté sa version des faits. Cora a fait une colère pour de l'argent. Cora ne comprend pas le sens du sacrifice. Cora est ingrate. Personne n'a demandé d'où venait l'argent. Personne n'a demandé quel nom figurait sur le compte. Personne ne s'est demandé si la somme de 224 000 $ pouvait avoir de l'importance pour une jeune fille de 18 ans sur le point d'entrer à l'université. Ils ne se sont pas contentés de prendre mon argent. Ils m'ont aussi pris mon histoire. Ils ont raconté leur version à tout le monde en premier, et au moment où j'ai décroché le téléphone, le verdict était déjà tombé. Cet après-midi-là, maman est entrée dans ma chambre, sans frapper. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, a lissé la couette de ses 2 mains, et a utilisé cette voix, sa voix douce, celle qui ressemble à un câlin, mais qui se referme sur vous comme un étau. Je sais que tu es contrariée, chérie, et je le comprends, mais tu dois penser à la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble. Ryan est marié, maintenant. Il commence une nouvelle vie. Il avait besoin de ses fondations. Toi. Tu as 18 ans. Tu as le temps. Le temps ne paie pas les frais de scolarité. Elle a soupiré. Un soupir long, lent, et tout à fait théâtral. Sais-tu à quel point ton père et moi, nous nous sommes sacrifiés pour ce mariage? Nous n'avons pas pris de vacances, depuis 2 ans. J'ai vendu mes sacs. Ton père a renoncé à son voyage de pêche, celui qu'il fait chaque été, depuis avant même ta naissance. Vous avez sacrifié mes économies, pas les vôtres. Son expression a changé. La chaleur a quitté ses yeux, comme une veilleuse qui s'éteint d'un coup sec. Et te revoilà. Moi, mais. Depuis quand es-tu devenue si égoïste, Cora? Je voulais juste que mes 2 enfants soient heureux. Est-ce si terrible que ça? Je n'ai rien dit. Tu vois, elle s'est levée. Même toi, tu sais que j'ai raison. Elle a marché vers la porte, s'est arrêtée, puis a sorti son téléphone, et a composé un numéro juste là, dans le couloir, à moins d'1 mètre de ma porte ouverte. Elle ne veut rien entendre, a dit maman, à la personne qui a décroché. Je ne sais pas ce qui lui a pris. J'ai essayé de lui parler. J'ai vraiment essayé. Elle n'arrête pas de dire « mon argent, mon argent ». C'est embarrassant. J'ai fermé ma porte, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert le portail de l'Université du Michigan sur mon ordinateur portable, j'ai fixé la confirmation d'inscription, et j'ai pris une décision. J'en avais fini d'essayer de convaincre des gens, qui ne me verraient jamais tel que j'étais. Non pas parce que j'abandonnais l'espoir de les changer, mais parce que, pour la première fois, je les voyais clairement. Ryan m'a appelé en FaceTime ce soir-là. Il était assis dans le nouvel appartement, celui avec le mur d'accent en briques apparentes, que Megan avait choisi.
Elle est passée à l'arrière-plan, en portant un coussin décoratif. Écoute, je ne leur ai pas demandé d'utiliser ton fonds. C'était leur décision. Mais tu savais. Il a bougé sur sa chaise. Je savais qu'il nous aidait. Je ne connaissais pas les détails. Tu n'as pas posé la question. 150 000 $ pour un mariage, et tu n'as pas demandé une seule fois d'où venait cet argent. Cora, pourquoi essaies-tu de tout gâcher pour moi? Je viens juste de me marier. Je ne gâche rien du tout. Je demande simplement, où est passé mon avenir? Il a passé une main dans ses cheveux, le même geste que papa utilise, quand il est sur le point de mettre fin à une conversation. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi. J'ai presque ri. Le gamin qui avait eu les vélos neufs, les voitures remplacées, le mariage financé à 100%, était en train de me dire que je ramenais toujours tout à moi-même. Depuis un endroit hors de l'écran, la voix de Megan s'est fait entendre, désinvolte et claire, dis-lui juste de passer à autre chose. Tout le monde a des prêts étudiants. Ryan a jeté un coup d'œil vers elle, puis est revenu vers moi. Elle a raison, tu sais. Les prêts, ce n'est pas la fin du monde. 230 000 $ de remboursement sur 20 ans, pour un mariage où j'ai aidé en tant que demoiselle d'honneur, tout en payant pour mon propre vol. Cora. Bonne nuit, Ryan. J'ai raccroché, et j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le bureau. Il avait dit, je savais qu'il nous aidait. Il n'avait pas dit, je ne savais pas. Il savait. Il savait que l'argent affluait dans sa direction, et il a choisi de ne pas demander d'où il provenait, parce que demander aurait signifié savoir, et que savoir aurait signifié être redevable. C'est une forme d'ignorance très pratique, le genre d'ignorance qui est fournie avec une villa en Toscane. La discussion de groupe de la famille s'appelait l'équipe Townsend, avec 17 membres. Mes grands-parents n'y étaient pas. Grand-père Harold appelait les discussions de groupe du chaos organisé, et refusait de s'y joindre. Ce soir-là, papa a posté un message. Je veux juste clarifier la situation. Le mariage a été un effort familial. Nous allons tous de l'avant. Concentrons-nous sur les choses positives. Tante Linda a répondu la première, d'accord. Ryan et Megan avaient l'air si heureux. L'oncle Mike, la famille d'abord, toujours. Maman, tellement fière de notre garçon. La cousine Brooke a posté une photo, prise lors de la réception en Toscane. Megan qui lance le bouquet. Tout le monde en train de rire. 17 personnes dans cette discussion. Pas une seule n'a mentionné l'université. Pas une seule ne m'a mentionné, moi. J'ai fait défiler la discussion 2 fois, lentement, en lisant chaque nom, chaque émoji de réaction. Puis, j'ai verrouillé mon téléphone, et je l'ai posé sur la table de nuit. Ma chambre était calme. Le calme d'une nuit d'été. Des grillons à l'extérieur. Le cliquetis de l'arroseur automatique d'un voisin, balayant sa pelouse. Le poster de l'université du Michigan sur mon mur accrochait la lumière du lampadaire, à travers les stores. Les arches du campus de droit semblaient argentées, dans l'obscurité. Le dossier d'orientation était posé sur mon bureau. J'avais surligné la liste de contrôle pour l'emménagement en 3 couleurs. Du jaune pour les choses que j'avais déjà, du vert pour les choses à acheter, et du rose pour les choses à emprunter. C'était dans 3 semaines, soit 21 jours. Je n'avais pas d'argent, pas de soutien familial, et une discussion de groupe remplie de personnes, qui venaient de décider collectivement, que mon avenir ne valait pas une seule ligne de texte. Je suis resté assise là, pendant un long moment, assez longtemps pour que l'arroseur automatique d'à côté termine son cycle, et se rallume à nouveau. Puis, j'ai pris mon téléphone, pas pour envoyer un message dans le groupe, pas pour appeler Ryan, ni pour frapper à la porte de mes parents, et essayer encore une fois. J'ai composé le seul numéro, qui ne m'avait jamais laissé tomber. Ça a sonné 2 fois, puis, salut ma chérie, il est tard. Tout va bien? Grand-père Harold a répondu comme il le fait toujours, d'une voix posée, sans précipitation, comme s'il avait attendu près du téléphone, même s'il était plus de 22 heures, un soir de semaine. Grand-père, il faut que je te parle de mon fonds universitaire. Bien sûr. Tout est sur la bonne voie pour septembre, as-tu déjà reçu ton attribution de logement? Il ne savait pas. 3 mois après le retrait, malgré les appels téléphoniques de papa le dimanche, il n'en avait aucune idée. Grand-père, le fonds a disparu. Le silence.
Pas le genre de silence gênant. Le genre de silence où quelqu'un écoute avec tellement d'attention, que l'on peut le ressentir à travers le téléphone. Répète-moi ça. Papa a tout retiré. En mars, le solde est à 0. Combien y avait-il dessus? 217 000, plus les pénalités. Un autre silence, plus long cette fois. J'ai entendu le son étouffé d'un match de baseball à la télévision, puis le clic de l'appareil qui s'éteint. Quand il a repris la parole, sa voix était différente. Le grand-père n'était plus là. L'expert comptable était en ligne. Cora, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Prends ce relevé. Lis-moi le numéro de compte, et la date exacte du retrait. Je lui ai lu chaque ligne. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. En arrière-plan, j'ai entendu grand-mère Ruth. Harold, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis sa réponse, rapide et sans émotion, va me chercher mon ordinateur portable. Il a repris le combiné. Ce compte. J'ai ouvert ce compte. Mon nom y figure. Mon nom devrait toujours y figurer, en tant que propriétaire. Il a gardé le silence pendant 3 secondes. Puis, Cora, écoute-moi. N'appelle pas ton père. Ne dis rien, à personne dans la famille. Peux-tu faire ça? Oui. Bien. J'ai besoin de vérifier quelque chose. Je t'appellerai demain. Et ma chérie? Oui. Nous allons arranger ça. Il a raccroché. Et pour la première fois depuis une semaine, j'ai ressenti autre chose que du vide. Grand-père a rappelé à 7 heures, le lendemain matin. Il était debout depuis 4 heures. Je me suis connecté sur Fidelity, a-t-il dit. Aucune salutation, aucun préambule, le comptable à l'état pur. Propriétaire du compte, Harold R. Townsend. Signataire autorisé, Gregory Monsieur Townsend. Ajouté en septembre 2011. Liquidation totale le 14 mars. Distribution non admissible. Pénalité et assujettissement à l'impôt signalé. Alors, c'est papa qui l'a fait. Il l'a fait, et il n'en avait pas le droit. C'est mon compte, Cora. Être un signataire autorisé, signifie que tu peux exécuter des transactions. Cela ne signifie pas que tu es le propriétaire de l'argent. Puis sa voix s'est faite plus basse, pas plus douce, mais plus tranchante. J'ai commencé à extraire des relevés, la nuit dernière. D'autres comptes que j'ai conservés. Des virements que j'ai faits à ton père, au fil des années. Quand il a demandé de l'aide. Je me suis redressé dans mon lit. Quel genre d'aide? En 2019, Greg m'a dit que Ryan avait besoin de 12 000 $, pour combler un trou dans ses frais de scolarité, mais Ryan avait abandonné l'université en 2018. Un frisson glacé a traversé ma poitrine. En 2021, il a demandé 18 000 $, pour remplacer la chaudière de votre maison. J'ai le reçu de cette chaudière, Cora. Je l'ai payé en 2017, a dit grand-père. En 2023, 22 000 $ pour ce qu'il a appelé le dépôt de garantie de Ryan, pour un nouvel appartement. Sauf que Ryan vivait déjà avec Megan à ce moment-là. Il n'a pas signé de nouveau bail cette année-là. J'ai vérifié. Il a fait une pause. Je pouvais entendre le bruissement des papiers. De vrais papiers, des feuilles de calcul imprimées, et des relevés bancaires, à la manière dont Harold Townsend gère les choses. Sur une période de 15 ans, ton père m'a demandé environ 84 000 $, en fonds supplémentaires. Je peux vérifier qu'environ 31 000 $ sont allés là où il l'avait dit. Le reste, 53 000 $, je ne peux pas en retrouver la trace. La voix de grand-mère Ruth est parvenue en arrière-plan, faible et tendue. Harold, qu'est-ce que tu trouves? Et mon grand-père a prononcé un seul mot, qui a tout changé, un schéma. Au cours des 3 jours suivants, grand-père Harold a fait ce qu'Harold Townsend sait faire de mieux. Il a monté un dossier. Il a appelé son avocat, un avocat spécialisé en droit des successions, semi-retraité et nommé Don Beckett, un homme avec qui il jouait au golf depuis 30 ans. Don a confirmé ce que grand-père soupçonnait déjà. En tant que propriétaire du compte 529, Harold avait la capacité juridique, pour engager des poursuites de recouvrement. Le retrait n'était pas autorisé, non admissible, et avait été effectué à l'insu du propriétaire du compte. Tu pourrais intenter une action au civil, lui a dit Don. Tu pourrais aussi le signaler directement à Fidelity.
Quoi qu'il en soit, tu as des motifs solides. Grand-père ne voulait pas poursuivre son propre fils en justice. Il me l'a dit clairement, au téléphone. Je ne cherche pas à détruire ton père, Cora, mais je ne le laisserai pas te détruire. C'est grand-mère Ruth qui a poussé les choses en avant. Je pouvais l'entendre en arrière-plan, lors d'un de nos appels, et sa voix n'a pas tremblé. C'est une simple conversation qui nous a menés ici, Harold. Greg a eu droit à 20 ans de conversation. Il a maintenant besoin de conséquences. Le barbecue du 4 juillet était inscrit sur le calendrier des Townsend, depuis des mois. Chaque année, toute la famille élargie se réunissait chez papa, pour des hamburgers, des feux d'artifice, et pour se retrouver en famille. Harold et Ruth faisaient généralement l'impasse sur cet événement, à cause des 3 heures de route. Cette année, ils ont répondu présent. « Tu viens au barbecue, n'est-ce pas ?» m'a demandé grand-père. Je n'avais pas prévu d'y aller. « Viens, et apporte ton relevé bancaire. » La dernière chose qu'il m'a dite, avant de raccrocher, je n'y vais pas pour déclencher une bagarre. Je vais y aller pour poser des questions, et je vais apporter les réponses avec moi, au cas où ton père déciderait de mentir. Il a conduit pendant 3 heures, avec un dossier de papier manie sur le siège passager, et ce dossier contenait plus de vérité, que mes parents n'en avaient dit en 15 ans. Le 4 juillet était dans 4 jours. Maintenant, je dois faire une pause ici, car lorsque mon grand-père m'a dit d'apporter ce relevé bancaire au barbecue, j'ai failli dire non. J'ai pensé que je ferais peut-être mieux, de régler les choses tranquillement de mon côté. Avez-vous déjà vécu ce moment, où quelqu'un de votre famille prend enfin les choses en main, et où vous ne savez pas si vous devez faire confiance à cette initiative? Dites-le moi dans les commentaires. Vos grands-parents ont-ils déjà été ceux, qui ont remis les choses en ordre? J'aimerais vraiment le savoir. D'accord, revenons au 4 juillet. Le 4 juillet, 33 degrés à midi. Papa avait allumé le barbecue dès 11 heures. La fumée s'élevait en volute, dépassant le drapeau américain, qu'il avait attaché au garage avec des colliers de serrage. Des chaises pliantes bordaient le patio en forme de fer à cheval. Des glacières remplies de bière et de soda, étaient posées contre la clôture. Les belles assiettes, celles en plastique décorées d'étoiles, étaient de sortie. Environ 25 personnes se sont présentées. Tante Linda a apporté sa salade de pommes de terre. Oncle Mike a amené sa femme, et une caisse de Miller Lite. Les cousins allaient et venaient dans le garage, où quelqu'un avait installé une planche de cornhole. Des voisins de 2 maisons plus loin, sont venus avec des cierges magiques pour les enfants. Je suis arrivé en avance, je portais une robe d'été, et j'avais le relevé bancaire dans mon sac à main. Maman était dans la cuisine, en train de disposer un plateau de fruits. Elle m'a souri, avec son sourire public, celui qu'elle réserve pour les moments où d'autres personnes la regardent. Cora, va chercher les serviettes dans le garage, veux-tu? J'ai pris les serviettes. Dehors, je les regardais se mêler à la foule, le bras autour des épaules de tante Karen, riant à la blague de l'oncle Mike. Puis, elle s'est retrouvée à côté de madame Patterson, la voisine d'en face, et a déclaré d'une voix forte et enjouée, « Mes 2 enfants vont très bien. Ryan s'est marié, et Cora entre au Michigan, à l'automne. » Elle l'a dit comme si c'était toujours vrai, comme si le fond était toujours là, comme si rien ne s'était passé. Ryan et Megan sont arrivés vers 13 heures. Megan avait imprimé des photos de la Toscane, de vrais tirages encadrés en blanc, et les a posés sur la table des desserts, tels des trophées. Tout le monde s'est agglutiné autour. Oh mon Dieu, la villa. Regardez ce coucher de soleil. Megan rayonnait. Je me suis assise près du bord de la cour, avec une assiette de maïs, et un verre d'eau. Mon téléphone a vibré. Un SMS de grand-père. Nous sommes à 20 minutes. Papa s'est approché, et s'est penché près de moi. Quoi que tu aies en tête, ne gâche pas ça. C'est une journée en famille. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Le gros pick-up bleu foncé s'est garé dans l'allée, à 13h30. Grand-père Harold est sorti le premier. Un polo, un pantalon kaki, des baskets blanches impeccables. Sous son bras gauche, il tenait un dossier de papier manille, pas très épais, peut-être 15 pages. Il le serrait contre son flanc, comme un recueil de cantiques. Grand-mère Ruth a contourné le côté passager. Des lunettes de soleil, des boucles d'oreilles en argent, et la posture tranquille d'une maîtresse d'école à la retraite, qui a vu toutes sortes de mauvaises conduites,
et qui n'est plus surprise par rien. Grand-père, grand-mère. La cousine Brooke a couru pour les serrer dans ses bras. Vous avez vraiment fait la route. Tante Linda a fait un signe de la main depuis le patio. Harold, Ruth, nous ne pensions pas que vous viendriez cette année. Grand-père a souri, a serré Brooke dans ses bras, a serré la main de l'oncle Mike, et a accepté une assiette avec un hamburger, et une cuillerée de salade de pâtes à laquelle il n'a pas touché. Papa s'est approché en dernier. Il a tendu la main. Je ne savais pas que vous veniez. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, a répondu son père. Leur poignée de main a duré 2 secondes de trop. J'ai vu les yeux de mon père s'abaisser vers le dossier de papier manille, et remonter rapidement. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité, pas exactement. L'expression d'un homme qui se tient dans une pièce, avec un détecteur de fumée qu'il a oublié de désactiver. Grand-père m'a serré dans ses bras, et a tenu ma main un instant de plus que d'habitude. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Grand-mère Ruth a salué maman, avec une étreinte et un sourire. C'est si gentil à vous d'avoir fait tout ce chemin en voiture, Ruth, a dit maman. Nous avions quelque chose d'important à discuter. Le sourire de maman a vacillé. Juste une demi-seconde de faille. Puis, elle s'est reprise. Eh bien, nous sommes ravis que vous soyez là. Les hamburgers sont presque prêts. Grand-père s'est assis à la table de pique-nique, au centre de la cour, et a posé le dossier de papier manille sur la table devant lui, sans l'ouvrir. Le dossier est resté posé là, comme une horloge que personne ne pouvait entendre, à l'exception de mon père. Maman a vu le danger. Je dois bien lui accorder ça. Diane Townsend a un 6e sens, pour repérer une narration qui échappe à son contrôle. 25 ans à vendre de l'immobilier, vous apprennent à conclure la vente, avant que l'acheteur n'ait des doutes. Alors, elle a frappé la première. Au milieu du repas, elle s'est levée, et a tapoté sa fourchette en plastique, contre son gobelet de limonade. La course est tue. Je veux juste dire un mot, a-t-elle commencé, la voix chaleureuse, légèrement tremblante. Juste assez tremblante. Notre famille a traversé beaucoup de choses cet été, et je sais qu'il y a eu des tensions. Elle s'est tournée vers moi, le sourire assuré, les yeux humides. Cora, chérie, je veux m'excuser devant tout le monde, pour le malentendu concernant ton fonds universitaire. Nous aurions dû mieux communiquer. C'est de notre faute. Tante Linda a murmuré, oh, Diane. Maman a insisté. Mais je veux que tout le monde sache, que tout ce que ton père et moi avons fait, nous l'avons fait pour cette famille. Nous l'avons fait par amour. Et Cora, elle a fait une pause, a laissé couler une larme. Tu as toute la vie devant toi, ma chérie. Les prêts étudiants sont normaux. Nous faisons tous des sacrifices. Elle s'est tournée vers la foule. N'est-ce pas? Des hochements de tête ont parcouru la cour. Tante Karen s'est essuyé un œil. Oncle Mike a légèrement levé sa bière. Un toast à la performance. Papa a passé son bras autour des épaules de maman. Bien dit, chérie. Ryan a pris la parole depuis sa chaise, près de Meghan, nous devrions tous simplement passer à autre chose. Et juste comme ça, ma mère avait transformé un vol, en un moment digne d'un téléfilm romantique. Elle avait réécrit l'histoire en temps réel, en direct devant 25 témoins. Le fonds universitaire de Cora n'avait pas été volé. Il avait été partagé. Cora n'avait pas été lésée. Elle était juste ingrate. Tout le monde y croyait. Tout le monde, à l'exception de l'homme de 72 ans avec son dossier. Grand-père Harold n'avait pas bougé, n'avait pas applaudi, n'avait pas hoché la tête. Il est resté assis, les 2 mains à plat sur la table de pique-nique, et regardait sa belle-fille avec l'expression d'un auditeur fiscal, qui vient de découvrir un double livre de comptes. 3 secondes de silence, après le discours de maman. La cour a attendu que le moment passe, de la même façon qu'on attend la fin d'un toast, pour pouvoir reprendre sa fourchette. Puis, grand-père Harold a pris la parole. Diane, c'était gentil. Sa voix portait comme elle le fait toujours, d'un ton bas et égal, le genre de voix qui remplit une pièce, sans avoir besoin de monter dans les aigus. Mais j'ai quelques questions. Il a ouvert le dossier. Personne n'a bougé. J'ai vu 25 visages passer de la détente à l'alerte. Comme des animaux qui sentent le temps changer. Greg. Il a regardé mon père.
En mars de cette année, quelqu'un a retiré 217 000 $, du plan d'épargne études 529 de Cora. Le compte que j'ai ouvert. Le compte à mon nom. Il a fait une pause. Peux-tu expliquer cela? La cour est devenue silencieuse. D'un silence de mort. Quelque part plus bas dans la rue, le feu d'artifice de quelqu'un a sifflé et explosé, l'air ridicule dans cette immobilité. Le visage de papa s'est figé. Papa, ce n'est ni le lieu, ni le moment. Je pose une question directe. As-tu, oui ou non, retiré des fonds d'un compte à mon nom, sans mon autorisation? Maman est intervenue, par automatisme. Harold, s'il vous plaît. Nous venons juste de parler, du fait de mieux communiquer. Je suis en train de communiquer. Ses yeux ne quittaient pas mon père. Je demande à mon fils, pourquoi il a pris $250 000, à sa fille de 18 ans. La fourchette de tante Linda a heurté son assiette. Attendez, cet argent venait de vous, papa? L'oncle Mike a lentement posé sa bière. La cousine Brooke a sorti son téléphone, puis l'a rangé. Elle s'est ravisée. Megan a chuchoté quelque chose à Ryan. Ryan n'a pas répondu. Son visage avait pris la couleur des assiettes en carton. Grand-père Harold a gardé le dossier ouvert, ne montrant qu'une seule page. Il n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. C'était le dossier qui parlait maintenant. Papa a essayé de se ressaisir. Il s'est redressé sur sa chaise, s'est agrippé au bord de la table, et a utilisé sa voix. Sa voix raisonnable, cette voix de directeur d'assurance, qui vous donne l'impression que c'est vous qui êtes irrationnel. Papa, j'allais te le dire, les coûts du mariage ont dégénéré. Les lieux de réception en Italie ne sont pas donnés. J'allais te rembourser. Me rembourser. Le ton de grand-père n'a pas changé. Avec quoi? Papa n'a pas répondu. Grand-père est passé à la page suivante. Parlons de ce que j'ai trouvé d'autre. Il a lu de la même manière, qu'il lit n'importe quoi. D'un ton plat, factuel, comme s'il lisait un bilan comptable. En 2019, tu m'as dit que Ryan avait besoin de 12 000 $, pour combler un trou dans ses frais de scolarité. Ryan a abandonné l'université de Central Michigan, au printemps 2018. La bouche de papa s'est ouverte. Puis s'est fermée. En 2021, tu as demandé 18 000 $, pour remplacer la chaudière de votre maison. Grand-père a tiré une feuille du dossier. Voici la facture pour l'installation de votre chaudière. Septembre 2017. J'ai aussi payé pour celle-là. Tante Linda s'est levée, s'est rassise, puis s'est levée à nouveau. L'oncle Mike regardait mon père, de la manière dont on fixe quelqu'un, qu'on pensait connaître. En 2023, 22 000 $ pour le dépôt de garantie de Ryan, pour un nouvel appartement. Grand-père a levé les yeux. Ryan vivait déjà avec Megan à ce moment-là. Il n'y a pas eu de nouveau bail. Madame Patterson, la voisine d'en face, a discrètement ramassé son sac à main, et s'est dirigée vers le portail latéral. Deux des enfants des voisins l'ont suivi. Ils savaient, comme tout le monde le savait. Ce n'était plus un barbecue. Papa s'est levé. Papa, arrête. Tu te rends ridicule. Grand-père l'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. Assieds-toi, Greg. Mon père s'est assis. La cour a retenu son souffle, et je pouvais entendre les glaçons fondre, dans 25 gobelets. Grand-père a tourné à la dernière page. Le total des fonds supplémentaires que tu m'as demandé au cours des 15 dernières années, en invoquant divers besoins familiaux, 84 600 $. Il a laissé le chiffre faire son effet. Quelqu'un a toussé. Sur cette somme, je peux vérifier qu'environ 31 000 $ sont allés aux objectifs déclarés. Les 53 000 $ restants, je ne peux pas en trouver la trace. Il a fermé la page, et a levé les yeux. Et puis, en mars de cette année, 217 000 $ du fonds d'études de Cora, non autorisé, non admissible, avec une pénalité qui m'indique que tu savais exactement ce que tu faisais, quand tu l'as retiré. Il a posé ses deux mains sur le dossier. Total des détournements inexpliqués sur mes comptes, au cours des 15 dernières années, approximativement 270 000 $. Le chiffre a flotté dans les airs, comme une fusée éclairante. Tante Linda s'est tournée vers mon père. Greg, est-ce vrai? Papa n'a rien dit. Il fixait la table.
L'oncle Mike s'est adossé à sa chaise. Tu m'avais dit que tu étais juste financièrement. C'est pour ça que j'ai payé tout seul, les 3 derniers voyages d'anniversaire de maman. L'un des cousins, Derek, le fils aîné de l'oncle Mike, s'est levé, et a marché vers l'allée. J'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir, et se fermer. Il en avait assez entendu. Grand-mère Ruth a pris la parole pour la première fois. Quelle part de tout ça est allée à Ryan? La mâchoire de papa s'est contractée. Ryan est mon fils. J'ai le droit de l'aider. Tu as 2 petits-enfants à cette table, Greg. Sa voix aurait pu couper à travers la fumée du barbecue. 2. Maman n'avait pas dit un mot, depuis que grand-père avait ouvert le dossier. Elle restait très immobile, les mains sur les genoux, fixant mon père avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ce n'était pas de la colère dirigée contre moi, cette fois. Ce n'était pas une performance théâtrale. Elle regardait son mari, de la façon dont on regarde un inconnu, portant un visage familier. Puis maman a parlé, et toutes les têtes se sont tournées. Greg. Sa voix était plate, dépouillée. Tu m'as dit que le mariage avait coûté 85 000 $. Tu m'as dit que tes économies, et le fonds, avaient couvert les frais. Tu n'as jamais parlé de pénalité. Tu n'as jamais mentionné tout le reste. Papa s'est tourné vers elle. Diane, pas maintenant. Les 53 000 $, l'argent que ton père ne peut pas retrouver. Où sont-ils passés? C'était des dépenses familiales. Des choses sont arrivées au fil des ans. Tu m'as dit que les 22 000 $ de 2023 étaient une prime du travail que tu avais réinvesti. Grand-père a levé un sourcil. C'était mon argent, Diane. Donné à ton mari, parce qu'il m'avait dit que la famille en avait besoin. La couleur a quitté le visage de ma mère lentement, comme on regarde la marée se retirer. J'avais grandi en regardant Diane Townsend jouer avec les émotions, comme d'autres font des tours de magie avec des cartes. Les larmes sur commande, les soupirs blessés, la vulnérabilité stratégique. Ce n'était pas une performance. C'était une femme qui réalisait qu'elle avait été manipulée par les mêmes tactiques qu'elle utilisait sur tout le monde. Elle était au courant pour le fonds universitaire. Elle avait pris part à cette décision. Et ça, je ne l'oublie pas. Mais les 15 années de dépenses fantômes, les fausses demandes d'argent à grand-père. Ça, c'était Greg opérant en solo. Et elle ne découvrait le registre des comptes que maintenant. 25 ans, a-t-elle dit. Pas à quelqu'un en particulier, juste dans l'espace qui les séparait. 25 ans, et je découvre que nos finances sont un mensonge, lors d'un barbecue. Papa a tendu la main vers son bras. Diane. Elle s'est reculée. Pas de façon dramatique. Juste ce qu'il fallait. De la même façon qu'on s'écarte de quelque chose qui était chaud, et qui ne l'est plus. Ryan restait figé sur sa chaise. Megan avait les bras croisés, et le fixait de la même manière qu'un procureur regarde vaciller un témoin clé. Et j'étais assise au bout de la table, le relevé bancaire dans mon sac. Je n'avais pas prononcé un mot, depuis que nous nous étions assis. Je n'en avais pas besoin. Les chiffres le faisaient pour moi. Ryan a craqué. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Je n'ai rien fait. Grand-père s'est tourné vers lui. Avec le même ton mesuré, Ryan, savais-tu que tes parents ont utilisé le fonds universitaire de Cora pour payer ton mariage? Ryan a regardé papa. Papa a regardé la table. Je savais qu'il contribuait. Je ne connaissais pas les détails. Megan a décroisé les bras. Tu m'as dit que tes parents avaient offert leur propre argent. C'est ce qu'ils ont fait. Leur argent, Ryan, pas le fonds universitaire de ta petite sœur, chérie. Je ne connaissais pas les détails. Je te le jure. 150 000 $. La voix de Megan s'est faite très calme. Le genre de calme, qui fait plus de bruit que des cris. Et tu n'as pas pensé à demander, d'où ça venait? Il n'a pas répondu. Megan s'est levée, a pris son sac à main accroché au dossier de sa chaise, a regardé mon père, puis ma mère, puis Ryan. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Ryan a cherché à lui prendre la main. Megan, allez. C'est de la folie. Elle a marché vers l'intérieur de la maison. La moustiquaire a claqué derrière elle. Ryan a jeté un coup d'œil autour de la cour,
une fois vers grand-père, vers maman, vers oncle Mike, vers moi, puis l'a suivi à l'intérieur. La table est devenue silencieuse. Tante Linda a pressé ses deux paumes contre ses joues. La femme de l'oncle Mike a sorti son téléphone pour envoyer un message à quelqu'un, puis s'est ravisée, et l'a rangé. La cousine Brooke a articulé quelque chose en silence, à la femme du cousin Derek de l'autre côté de la table. Je ne pouvais pas lire sur ses lèvres, mais je pouvais deviner. Je n'avais pas dit un seul mot, depuis que le dossier avait été ouvert. Je n'en avais pas besoin. Mon grand-père avait apporté les chiffres, et les chiffres ne discutent pas. Ils ne pleurent pas. Ils ne recadrent pas l'histoire. Ils restent simplement posés là, sur une table de pique-nique en plein mois de juillet, et ils disent la vérité. Grand-père Harold s'est levé lentement. De la même façon qu'il fait tout le reste. Avec délibération, sans se presser, comme un homme qui a passé 50 ans à s'assurer que chaque colonne de chiffres s'additionne correctement, avant de signer. Je veux être clair. Il a regardé autour de la table, chaque visage, un par un. Je ne suis pas venu ici pour punir qui que ce soit. Je suis venu parce que ma petite fille m'a appelé, 3 semaines avant son entrée à l'université, et m'a dit qu'elle n'avait plus rien. 0, parce que mon fils a pris ce que je lui avais donné. Il a ramassé le dossier, et l'a tenu à ses côtés. J'ai ouvert ce plan 529, quand Cora avait un jour. J'y ai contribué chaque année, pendant 18 ans. Je l'ai regardé grandir. Cet argent était destiné à une seule chose, et à une seule personne. Il s'est tourné vers papa. Papa n'a pas levé les yeux. Tu n'as pas seulement volé Cora, Greg. Tu m'as volé, moi. Et ensuite, tu as menti à ce sujet, pendant 15 ans. Grand-mère Ruth s'est tenue à côté de moi. Elle a mis sa main sur mon épaule. Ferme, chaleureuse. Le genre de contact qui dit, je suis là, et je ne vais nulle part. Grand-père a continué. Je vais travailler avec mon avocat, sur le recouvrement financier. Les détails n'ont pas leur place, dans cette cour. Mais pour ce qui est de l'éducation de Cora, il m'a regardé. Ruth et moi veillerons à ce qu'elle aille au Michigan. Ce n'est pas ouvert à la discussion. Il a fermé le dossier, et l'a coincé sous son bras. Terminé. La cour était si calme, que je pouvais entendre le drapeau des voisins claquer dans le vent, 2 maisons plus loin. J'ai pris la parole pour la première fois. Merci, grand-père. Il m'a regardé, et son visage s'est adouci, juste pour un instant. Passant de l'expert comptable, au grand-père. Tu n'aurais jamais dû avoir à passer cet appel, ma chérie. C'est aussi de notre faute. Puis il s'est retourné, a marché vers la glacière, a pris une bouteille d'eau, et en a dévissé le bouchon. C'était fini. Je dois être honnête, debout dans cette cour, en entendant mon grand-père prononcer ces mots, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Comme si quelqu'un me voyait enfin. Pas comme l'enfant silencieuse, pas comme celle qui trouverait toujours une solution, mais simplement comme quelqu'un qui valait la peine de se battre. Si cette histoire résonne en vous, vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire, et dites-moi qui a été votre personne de confiance. Celle qui s'est présentée, quand personne d'autre ne l'a fait. Continuons. Le barbecue s'est terminé, de la même manière qu'une fête se termine après l'éclatement d'une canalisation, c'est-à-dire rapidement, et sans au revoir. Tante Karen a été la première à partir. Elle m'a serré dans ses bras au portail. Elle n'a rien dit. L'oncle Mike a serré la main de grand-père, en allant vers son pick-up. Tu as fait ce qu'il fallait, papa. Grand-père a hoché la tête. Tante Linda m'a trouvé près du garage, alors que je pliais des chaises. Elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je suis désolé de t'avoir traité de matérialiste, a-t-elle dit. Je n'avais pas une vision complète de la situation. La plupart des gens ne l'avaient pas, ai-je répondu. Elle m'a attiré dans une étreinte, qui a duré 3 secondes de plus, que son habituelle tape sur l'épaule. Puis, elle est partie. Les voisins s'étaient éclipsés pendant le discours de grand-père. Madame Patterson et son mari, le couple avec les cierges magiques. Une sortie très professionnelle. L'instinct des petites villes. Ce ne sont pas nos affaires, mais nous nous souviendrons de chaque mot. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Ryan et Megan, assis dans sa voiture garée. Ils sont restés là 20 minutes. Megan a parlé. Ryan a écouté,
ou du moins, est restée tournée dans sa direction. À un moment donné, elle a pressé ses deux paumes contre le tableau de bord, et a fixé droit devant elle. Et j'ai détourné le regard. Papa est resté assis à la table de pique-nique, tout seul. Un hamburger intact dans son assiette. La trace vide du dossier, devant lui. Il n'a pas bougé quand les gens sont partis. Il n'a pas fait signe de la main. Il ne s'est pas levé. Maman était rentrée à l'intérieur. J'ai entendu la porte de la chambre principale se fermer. Puis le verrou. Grand-mère Ruth et moi avons débarrassé la nourriture, couvert la salade de pâtes, rincé les cuillères de service, et plié la nappe. Des choses normales. Le genre de choses que vous faites avec vos mains, quand le reste de votre être n'a pas encore suivi. Avant de partir, grand-père m'a prise à part, près de son pick-up. Nous allons régler tout ça, financièrement et légalement. Toi, concentre-toi sur le Michigan. J'ai hoché la tête. Concentre-toi sur le Michigan, a-t-il répété, comme s'il avait besoin que je l'entende deux fois. La semaine suivante, grand-père a rencontré Don Beckett, dans sa maison au bord du lac, à Traverse City. Don s'occupait de succession et de fiducie depuis 40 ans. Il a exposé 3 options, autour d'un café et de bloc-notes juridiques. Option 1, une plainte au civil. Retrait non autorisé d'un compte d'épargne-études sous tutelle, par un signataire autorisé qui a outrepassé ses droits. Clair et net sur le papier, plus compliqué en pratique. Cela signifierait poursuivre Greg en justice. Option 2, le signaler directement à Fidelity. Signaler le retrait comme non autorisé par le propriétaire du compte. Cela déclencherait une enquête interne. Option 3, l'angle de l'IRS, le fisc américain. Les retraits non admissibles sont assujettis à l'impôt fédéral sur le revenu, plus une pénalité de 10%. Greg avait retiré 217 000 $ d'un compte bénéficiant d'avantages fiscaux, pour une dépense non liée à l'éducation. La facture fiscale à elle seule, se chiffrerait à 5 chiffres. Grand-père a choisi les options 1 et 2. Faire un signalement à Fidelity, déposer la plainte au civil, et garder la carte de l'IRS en réserve, non pas comme une arme, mais comme moyen de pression, si Greg essayait de faire de l'obstruction. Fidelity a gelé le compte dans les 72 heures, et a ouvert un examen officiel. Don a rédigé une lettre, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse de Gregory M. Townsend. La lettre exigeait la restitution intégrale de 217 438 $ et 62 cents, plus les 6 561 $ et 38 cents de pénalité, payables sur une période de 5 ans, faute de quoi Harold engagerait des poursuites judiciaires. La même semaine, grand-père a ouvert un tout nouveau plan 529 pour moi. Propriétaire du compte, Harold R. Townsend. Bénéficiaire, Cora A. Townsend. Aucun signataire autorisé. Il a transféré 60 000 $ depuis son épargne retraite, pour couvrir les coûts de ma première année au Michigan. Quand j'ai protesté, il m'a arrêté. J'aurais dû vérifier ce compte, il y a des années. J'ai fait confiance à ton père, au lieu de vérifier, et cette erreur m'appartient. 2 jours plus tard, papa a reçu la lettre recommandée. Il a appelé grand-père ce soir-là. Tu vas vraiment poursuivre ton propre fils en justice? La réponse de grand-père fut la dernière chose, à laquelle papa s'attendait. Tu as vraiment volé ta propre fille? Maman a trouvé la lettre, avant que papa ne puisse la cacher. Elle me l'a raconté plus tard, des mois plus tard, quand les choses s'étaient suffisamment apaisées entre nous, pour ce genre de conversation. Elle rapportait le courrier, et a vu le nom de l'avocat sur l'adresse de l'expéditeur. Elle en a lu chaque ligne. Puis, elle est entrée dans la cuisine, où papa mangeait des céréales, et a mis ça devant lui. Combien de choses supplémentaires y a-t-il, que je ne sais pas? C'est mon père qui réagit de façon excessive. Les 53 000 $, Greg. Où sont-ils passés? Il n'a pas répondu. Est-ce que Ryan était au courant pour tout ça? En partie. Elle a répété les mots en partie. Et puis, elle a ri. Pas de la façon dont on rit de quelque chose de drôle. De la façon dont on rit, quand la chute de la blague, c'est votre vie entière. 25 ans. Et je découvre que nos finances sont un mensonge, lors d'un barbecue. Elle a déménagé dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je le sais, parce que je vivais toujours dans la maison, maladroitement, inévitablement, comptant les jours jusqu'à mon emménagement en août.
Je l'ai entendu faire rouler sa valise dans le couloir, à 23 heures. J'ai entendu la voix de papa à travers la porte, Diane, sois raisonnable. Je n'ai entendu aucune réponse. Le lendemain matin, maman était au téléphone dans la chambre d'amis. J'ai saisi une bride de phrase, à travers le mur, comment est le marché pour les appartements de 2 chambres, en ce moment? Papa m'a appelé le lendemain soir. J'étais dans ma chambre en train de faire mes cartons. Es-tu heureuse maintenant? Tu as détruit cette famille. J'ai posé la pile de t-shirts que je pliais. J'ai passé un coup de fil. Papa, c'est toi qui as fait les choix. Il a raccroché. Je suis retourné à mes bagages. Mes jeans, mes chaussettes, la courte pointe que grand-mère Ruth m'avait faite quand j'avais 12 ans. Le dossier d'orientation, surligné en 3 couleurs. Les 21 jours s'étaient réduits à 6. Ryan a appelé papa, 2 jours plus tard. J'ai entendu la conversation depuis le couloir, non pas parce que j'écoutais aux portes, mais parce que papa avait cessé de prendre la peine de fermer la porte de son bureau. La maison avait cette atmosphère vide, à moitié abandonnée. Personne ne jouait plus la comédie pour personne. Papa, qu'en est-il de l'argent que tu avais promis? Le fonds pour la première année, le voyage d'anniversaire pour lequel tu avais dit que tu nous aiderais? La voix de papa était plate, vidée de toute substance. Fils, je ne peux pas en ce moment. Ton grand-père a tout gelé. Il y a une réclamation légale en cours. Comment ça, il a tout gelé? Je veux dire, je suis sur le point de devoir 224 000 $ à ton grand-père. Je n'ai pas d'argent en plus. Un silence du côté de Ryan, assez long pour que je croie que l'appel avait été coupé. Puis, tu m'avais dit que tu gérais la situation. Je gérais la situation. Non, papa. Tu avais tout caché. C'était la première fois que j'entendais Ryan tenir tête à notre père. La première fois en 26 ans, qu'il remettait en question l'arrangement. Parce que, pour la première fois, l'arrangement lui coûtait quelque chose. À travers le mur, j'ai entendu un autre fragment de l'appel. La voix de Megan en arrière-plan chez Ryan, nette et coupante, demande-lui pour les pénalités. Demande-lui qui va payer la facture des impôts. Ce soir-là, Ryan m'a envoyé un SMS. Le premier message, depuis notre appel FaceTime des semaines plus tôt. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. Je suis désolé. 11 mots, aucun détail, aucune offre d'aide, aucune reconnaissance pour la villa, le quatuor à cordes, le dîner de 7 plats, ni pour les 120 invités, qui avaient porté un toast à son avenir avec l'argent tiré du mien. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Ces excuses n'étaient que quelques mots, sur un écran. Celle de mon grand-père était un nouveau plan 529, et 3 heures de route avec un dossier de papier manille. Je savais lesquels avaient une véritable signification. Shelby Township est le genre de ville, où les nouvelles voyagent très vite. Vous n'avez pas besoin de réseaux sociaux, quand vous avez les parkings des églises, et les files d'attente des caisses au supermarché. Moins d'une semaine après le barbecue, l'histoire s'était répandue. Pas par moi, pas par grand-père, mais par les 25 personnes, qui se tenaient dans la cour lorsque le dossier a été ouvert. Madame Patterson l'a raconté à son club de lecture. La femme de l'oncle Mike l'a raconté à sa sœur, qui l'a raconté à la présidente de l'association des parents d'élèves, qui l'a raconté à la moitié de la paroisse luthérienne Saint-Andrew. Papa l'a ressenti au travail en premier. Son directeur régional l'a convoqué dans son bureau, un mardi. Les compagnies d'assurance sont très exigeantes, quant à l'intégrité financière. C'est le seul secteur où les problèmes d'argent personnel deviennent une responsabilité professionnelle. J'entends certaines choses, au sujet d'une situation financière familiale. Greg, y a-t-il quelque chose dont je devrais être au courant? Papa m'a raconté plus tard, beaucoup plus tard, qu'il avait répondu non. Mais la question avait été posée, et dans ce secteur, la question vaut comme réponse. Le réseau immobilier de maman s'est éclairci. Une cliente qui cherchait une maison à Rochester Hills a demandé à changer d'agent. Je préfère une agente dont les finances familiales sont en ordre, aurait dit la femme. Ce n'est pas maman qui m'a raconté cette histoire. C'est tante Linda. À l'église, le pasteur Jim a appelé papa, pour lui suggérer une conversation. Papa a refusé. Le monde de Ryan et Megan a également basculé. Les parents de Megan, les Presley, des enseignants à la retraite originaires de Grand Rapids, ont appelé Megan,
après avoir entendu une version des faits par la tante de Meghan, qui connaissait tante Linda, via un club de jardinage. Savais-tu que le mariage a été payé avec de l'argent volé, a demandé la mère de Meghan. La réponse de Meghan, je ne le savais pas, et je suis encore en train de digérer la nouvelle. Le silence de la famille élargie, fut la partie la plus bruyante. Tante Linda a cessé d'appeler papa. L'oncle Mike n'envoyait plus de SMS. Le groupe de discussion et l'équipe Townsend est entré en sommeil. Aucun message, aucun emoji, juste un long silence plat. Maman a déposé une demande de séparation légale, au cours de la première semaine d'août. J'emballais mes derniers cartons, quand elle a frappé à ma porte. Un vrai coup à la porte, cette fois, pas l'irruption du mois de juin. Elle se tenait sur le pas de la porte, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air d'avoir pris 10 ans de plus, que la femme qui avait prononcé ce discours au barbecue. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Pas celles que j'ai données dans la cour, de vraies excuses. J'ai posé le rouleau de ruban adhésif. J'étais au courant pour le fonds utilisé pour le mariage. J'aurais dû l'empêcher. Je me suis dit que ça s'arrangerait, que tu obtiendrais des prêts, que tout irait bien, et que ton père savait ce qu'il faisait. Elle a fait une pause. Mais l'autre argent, celui des 15 dernières années, je ne le savais pas. Et le fait de ne pas le savoir, m'effraie plus que tout le reste. J'apprécie que tu dises ça, maman. Je sais que ce n'est pas suffisant. C'est un début. Elle a regardé la chambre à moitié emballée, les murs nus où se trouvaient mes posters, le lit dépouillé, la bibliothèque que j'avais vidée dans des cartons. Est-ce que je peux t'aider à faire tes bagages? J'aurais dû dire non. Une partie de moi le voulait, mais elle se tenait là, les mains sur les côtés, posant une vraie question, sans donner d'ordre, sans jouer la comédie, sans tourner la situation pour tout ramener à ses sentiments, juste en demandant. D'accord. Nous avons emballé mes affaires ensemble, pendant 2 heures. Elle a plié des vêtements, pendant que j'enveloppais des cadres photos. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle m'a tendu la courte pointe que grand-mère Ruth avait fabriquée, et je l'ai glissée dans la valise sans faire de commentaires. Elle a scotché un carton, et a écrit un livre, lourd sur le côté, avec son écriture soignée. C'était silencieux, mais c'était un autre genre de calme, que ce silence dans lequel j'avais vécu tout l'été. Ce silence-ci avait quelque chose qui germait en lui. J'ai passé tellement de temps à faire briller Ryan, a-t-elle dit, en scotchant le dernier carton. J'ai oublié de te regarder, toi. Le jour de l'emménagement. À la mi-août. Grand-père et grand-mère Ruth ont conduit depuis Traverse City, à l'aube. La benne du pick-up contenait 2 valises, 4 cartons, une lampe de bureau venant de leur grenier, et un sac de course. Grand-mère a insisté pour prendre des barres de céréales, des paquets de ramen, et un pot de confiture de framboise, qu'elle prépare chaque été. Aucun étudiant ne devrait commencer l'université, sans de la vraie confiture, a-t-elle dit, en la posant sur l'étagère au-dessus de mon mini-réfrigérateur. Mon dortoir se trouvait dans le South Squat, une chambre double avec une fenêtre qui donnait sur le diag. Les murs étaient en parpaing. Le matelas était fin. Les salles de bain communes étaient au bout du couloir. C'était la plus belle chambre, que je n'ai jamais vue. Grand-père a porté les cartons lourds, en montant 2 volets d'escalier sans se plaindre. Il a 72 ans. Il s'est arrêté une fois sur le palier pour reprendre son souffle, et grand-mère a fait semblant de ne pas le remarquer. Nous avons fait le lit ensemble. Grand-mère a lissé la courte pointe qu'elle avait cousue, celle de mes 12 ans, désormais décolorée dans les coins, et a reculé pour la regarder. Elle convient parfaitement, a-t-elle dit. J'ai épinglé le poster de l'Université du Michigan sur le mur, celui des arches du campus de droit. Le même poster que dans ma chambre, à la maison. Maintenant à 3 heures de route, et à une vie entière de là. Grand-père s'est assis sur le bord de la chaise de bureau. Le premier semestre est couvert. Nous réglerons le reste, année par année. Concentre-toi sur tes cours. Je vais aussi prendre un job sur le campus. La bibliothèque recrute. C'est ma fille. Grand-mère Ruth m'a serré dans ses bras à la porte. Appelle-nous à n'importe quel moment, de jour comme de nuit. Nous sommes sérieux. Je les ai accompagnés jusqu'au pick-up. Grand-père a tourné la clé de contact, puis s'est arrêté, a pris son téléphone, et a composé un numéro. Ta fille est au Michigan, a-t-il dit dans le téléphone. Et ce n'est pas grâce à toi.
Il a raccroché, et est sorti du parking. Je suis retourné dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, et j'ai regardé par la fenêtre, les chênes qui devenaient vert doré, dans la lumière du mois d'août. J'ai souri. Le premier vrai sourire depuis le mois de juin. En octobre, la poussière était retombée, pour laisser place à des faits concrets, le genre de faits que l'on peut chiffrer. Papa a accepté un plan de restitution. 224 000 $ remboursés à grand-père Harold sur 7 ans, structuré par les avocats. Avec des versements mensuels. Pour pouvoir se le permettre, il a vendu le bateau, qui était garé sur le côté de la cour depuis 3 étés. Il a remplacé son pick-up par une Toyota Camry d'occasion. La pénalité du fisc, et les impôts sur le retrait non admissible, s'élevant à plus de 20 000 $ une fois que les comptables ont eu terminé, ont frappé son dossier de crédit comme un coup de massue. Son directeur régional ne l'a pas licencié, mais la promotion au poste de directeur de district, que papa convoitait, a discrètement disparu. 2 mois plus tard, ils l'ont fait passer de directeur de succursale à agent principal. Le même bureau, mais un titre moins important. Personne n'a dit que c'était lié. Tout le monde le savait. La séparation de maman s'est transformée en une demande de divorce, fin septembre. Elle a pris un poste à temps plein, dans une agence immobilière concurrente, à Sterling Heights. Une nouvelle ville, un nouveau bureau, de nouvelles cartes de visite. Elle m'appelait tous les dimanches. Nous parlions de mes cours, de la météo, de la nourriture de la cafétéria, de petites choses, de sujets sûrs. Elle faisait des efforts. Je pouvais le sentir. Ryan et Meghan se sont heurtés à leur propre mur. Les parents de Meghan, les Presley, ont retiré leur offre d'aide pour un futur apport immobilier. Nous ne nous sommes pas engagés à soutenir une famille bâtie sur la fraude, aurait dit le père de Meghan, à sa fille. Ryan, pour la première fois de sa vie, se retrouvait à regarder ses factures, sans aucun filet de sécurité. Son salaire à la concession automobile couvrait tout juste le loyer. Leur voyage d'anniversaire à Napa a été annulé. Grand-père Harold a ouvert le nouveau plan 529, et l'a suffisamment approvisionné, pour couvrir l'intégralité de mes 4 années au Michigan, avec les tarifs pour résidents de l'État. Propriétaire du compte, Harold R. Townsend. Bénéficiaire, Cora A. Townsend. Signataires autorisés, aucun. Cette fois, m'a-t-il dit, il n'y a que toi et moi sur les papiers. Et moi, mon premier semestre, une moyenne de 3,7, un job sur le campus à la bibliothèque Shapiro, à ranger des livres 3 soirs par semaine. Je m'en sortais bien, même plus que bien. J'y étais enfin. Pour les vacances de Thanksgiving, je ne suis pas allé à Shelby Township. Je suis allé à Traverse City. Grand-père m'a accueilli à la porte avec une étreinte d'ours, et l'odeur de la dinde de Ruth remplissait déjà la maison. Il y avait un feu dans le poêle à bois, et un puzzle à moitié terminé sur la table à manger. Un puzzle de 1000 pièces, représentant le pont Mackinac. Papa avait appelé la semaine précédente. C'est toujours ta maison, Cora. Tu es la bienvenue ici. Je te verrai à Noël, papa, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus en colère. J'ai juste besoin d'avoir à nouveau confiance en toi. Et ça va prendre du temps. Combien de temps? Cela dépend de toi. Il est resté silencieux pendant un moment. J'ai entendu le son d'une télévision en arrière-plan. Une maison où quelqu'un vit seul désormais, et laisse la télé allumée, pour lui tenir compagnie. D'accord, a-t-il dit. D'accord. Les nouvelles règles n'étaient pas dramatiques. Elles n'ont pas été annoncées dans un discours. Je les ai simplement tracées discrètement, de la façon dont on trace une ligne dans la terre avec sa chaussure. Plus rien de financier ne passait par papa. Les frais de scolarité, l'épargne, l'argent de la famille, tout passait par grand-père. Une ligne claire et nette. Maman et moi nous reconstruisions lentement. Elle appelait le dimanche. Parfois, nous parlions pendant 5 minutes, parfois pendant 40. Elle n'a jamais reparlé du barbecue. Moi non plus. Il y avait un accord tacite. Aller de l'avant, pas en arrière. Ryan m'a envoyé une carte d'anniversaire, en novembre. Elle est arrivée à mon dortoir, avec un message générique de la marque Hallmark, et sa signature. J'ai répondu par SMS, merci. C'était tout. Lors du dîner de Thanksgiving, grand-mère Ruth a dit la prière du bénédicité.
Elle a remercié Dieu pour la nourriture, pour la famille réunie autour de la table, et pour les petites filles qui connaissent leurs propres valeurs. Grand-père a croisé mon regard à travers la table, et m'a fait un clin d'œil. J'ai piqué un morceau de dinde, et j'ai décidé que c'était suffisant. Suffisamment de conclusions. Assez, pour l'instant. Le pardon n'est pas un interrupteur sur lequel on appuie. C'est un chemin que l'on parcourt. Et c'est à moi d'en choisir le rythme. Les gens me demandent si je regrette d'avoir passé ce coup de fil. La réponse est non. Pas à cause de ce que cela a fait, au mariage de mes parents. Je ne voulais pas ça. J'ai pris le téléphone parce que je voulais aller à l'université, pas parce que je voulais déchirer ma famille. La déchirure s'est faite toute seule, parce que le tissu était déjà pourri. Il fallait juste que quelqu'un tire sur le fil. Mon grand-père m'a appris quelque chose, cet été-là. Quelque chose que je garde dans ma poche arrière, comme un vieux billet de banque. La vérité n'a pas besoin de faire de bruit. Elle a juste besoin de la lumière du jour. Il n'a pas crié dans cette cour. Il n'a pas accusé. Il a ouvert un dossier, et il a lu des chiffres, et les chiffres ont fait le reste. Ma mère et moi y travaillons. Certaines semaines sont meilleures que d'autres. Elle m'envoie des articles sur les programmes de prêt droit, et me demande si je mange assez de légumes. C'est imparfait, et parfois maladroit. Mais elle essaie. Je peux le voir. Et cela compte. Mon père paie sa restitution, le 1er de chaque mois. Il m'appelle pour les fêtes. Nous parlons de l'équipe de football américain du Michigan, et du fait de savoir s'il va neiger. Des choses superficielles. Une distance confortable. Pour l'instant, c'est suffisant. Ryan et moi gravitons dans l'orbite l'un de l'autre, à la manière de planètes lointaines. Conscient de la présence de l'autre, mais sans être proche. Il m'a envoyé un cadeau de Noël, cette année-là. Une carte cadeau pour une librairie. 50 $. Je l'ai utilisée. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire merci, mais je ne l'ai pas jeté non plus. Le progrès est une chose étrange, et inégale. Et grand-père Harold, il fait la route une fois par semestre, pour m'emmener déjeuner. Nous allons dans un dîner près du campus, où ils servent le petit déjeuner toute la journée. Ils commandent la même chose, à chaque fois. 2 œufs, des toasts au blé complet, et un café noir. Nous parlons de mes cours, de mes notes, de mes projets. Il me pose toujours la même question, avant de partir, tu vas bien, ma grande? Oui, grand-père, je vais bien. Si vous écoutez ceci quelque part en ce moment même, dans votre voiture, ou dans votre cuisine à 2 heures du matin, les lumières éteintes, et que quelque chose dans cette histoire vous a semblé familier, je veux vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit, pour être entendu. Je n'ai pas hurlé sur mes parents. Je n'ai pas jeté de meubles. Je n'ai pas publié de messages destructeurs sur les réseaux sociaux, et je n'ai pas engagé d'avion pour écrire dans le ciel. J'ai posé une seule question, à la table du dîner. Et comme personne n'y a répondu honnêtement, j'ai appelé la seule personne, en qui j'avais confiance, pour se soucier de la vérité bien plus que du confort de faire semblant. C'est tout ce qu'il a fallu. Un seul coup de fil. Une seule personne, qui s'est présentée avec des faits, au lieu d'excuses. Si vous êtes la personne silencieuse de votre famille, celle qui débarrasse la table. Celle qui ne demande pas grand-chose. Celle dont tout le monde suppose, qu'elle se débrouillera toujours. Écoutez-moi bien. Votre silence n'est pas un consentement. Votre patience n'est pas une permission. Et votre avenir n'est pas une simple ligne de dépenses, dans le budget de quelqu'un d'autre. Mon fonds universitaire n'était pas juste de l'argent. C'était une promesse. C'était 18 années de carte d'anniversaire, qui disaient, 1 an de plus, vers ta rampe de lancement. Quand mes parents ont brisé cette promesse, ils ont pensé que l'histoire était terminée. Ils pensaient que j'allais prendre les prêts, ravaler l'injustice, et me présenter à Noël, comme si de rien n'était. Ils avaient oublié quelque chose. Ce n'était pas à eux de terminer cette histoire. C'était la mienne, et je suis toujours en train de l'écrire. Je suis assise dans mon dortoir, en ce moment même. Le 2e semestre, un job sur le campus à la bibliothèque. En parcours pré droit. 3,7 de moyenne. Il y a un poster du campus de droit sur mon mur. Le même que j'ai depuis ma dernière année de lycée. Les coins sont cornés,
Le ruban adhésif se décolle, mais il est toujours là, et moi aussi. Merci d'être resté avec moi, tout au long de cette histoire. Cela signifie bien plus, que vous ne le pensez. Si cela a résonné en vous, si vous avez déjà eu à fixer une limite, avec quelqu'un que vous aimez, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous avons d'autres histoires comme celle-ci à venir. Et si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Ryan et Meghan un an plus tard, je garderai cela pour la prochaine fois. Laissez un commentaire. Auriez-vous passé ce coup de fil, ou auriez-vous laissé tomber? J'aimerais sincèrement le savoir. Et consultez la description. Il y a une histoire là-dedans, qui frappe tout aussi fort. On se retrouve là-bas.